Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro des webinaires de la MIF qui aborde aujourd'hui le thème assurance vie. Quelles sont les conditions d'un contrat performant? Je suis Patrick Sellery, directeur développement de la MIF et nous allons donc chercher aujourd'hui pendant 30 à 40 minutes à déterminer quels sont les éléments à prendre en compte dans le choix de souscrire un contrat d'assurance vie et puis comment gagner en efficacité ensuite dans la gestion de ce contrat. Pour ce faire, je suis accompagné d'Olivier Santis, directeur général de la MIF. Bonjour Olivier et bienvenue. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Peut-être quelques informations avant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer ce webinaire. Vous allez pouvoir, tout au long de ce moment, poser vos questions par chat à nos conseillers qui chercheront à vous répondre en direct. Et puis, nous allons consacrer à la fin de ce webinaire un temps particulier pour répondre à une sélection de questions que vous nous aurez posées. Donc, n'hésitez pas à nous pousser vos questions, l'objectif étant bien évidemment de rendre cet échange le plus interactif possible. Donc, je vois que vous êtes déjà nombreux derrière votre écran et je vous propose donc de commencer ce webinaire. Du coup, Olivier, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être peut-on rappeler les principales spécificités de l'assurance vie. Autrement dit, plus trivialement, l'assurance vie, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, l'assurance vie en France, c'est un placement qui est particulièrement apprécié. C'est le placement, on le dit, le placement préféré des Français, et c'est des encours de plus de 2000 milliards d'euros, avec plus de 54 millions de contrats souscrits. Et cette dynamique, elle s'est encore renforcée en 2024 parce que les taux des contrats en euros ont augmenté et donc il y a plus de 29 milliards de collectes en 2024. Donc c'est un placement qui est très apprécié parce qu'il est très souple, on va le voir, et performant. Et ceci, c'est le placement qui est idéal pour tous les projets que l'on veut faire dans sa vie. Il y a peut-être deux aspects où l'assurance vie n'est pas totalement adaptée. C'est des sujets de très court terme. Donc là, on peut préférer prendre un livret, si on veut, dans 6 mois, changer sa machine à laver, ou pour préparer la retraite, ou le plan d'épargne retraite est parfois plus adapté que l'assurance vie pour préparer une retraite. Mais dans le cas le plus général, pour réaliser ses projets, pour organiser sa transmission, l'assurance vie est vraiment le couteau suisse, le placement qui permet une diversification importante, qui permet de concilier la performance et le dynamisme, l'outil qui permet aussi de ciseler une clause bénéficiaire et d'organiser sa succession. Donc c'est quelque chose que l'on va approfondir, mais qui est incontournable pour un épargnant français. Alors, vous l'avez dit, c'est donc véritable couteau suisse de l'épargne, projet et transmission. C'est aussi une enveloppe fiscale dans laquelle il est possible de loger différents types d'investissements. Et sans doute que la première condition pour un épargnant de prétendre un contrat performant, c'est d'abord de comprendre son fonctionnement et principalement en matière d'assurance vie, sa spécificité, c'est ce fonctionnement fiscal. Donc, est-ce qu'on peut s'attarder quelques instants sur la fameuse fiscalité assurance vie qui en fait un véhicule de placement très spécifique? Oui, cette fiscalité d'assurance vie, elle est intéressante sur deux aspects. D'abord, en cas de rachat, donc la disponibilité de l'épargne à tout moment, et aussi en cas de décès, c'est-à-dire les conséquences pour le dénouement du contrat au moment du décès. Donc, ce qu'on appelle la fiscalité en cas de vie et la fiscalité en cas de décès. Oui. Du coup, si on commence par la fiscalité en cas de vie, si on peut revenir sur principales caractéristiques. Oui, le principe de l'assurance vie, c'est qu'on fait des versements et que ces versements entraînent des gains ou des plus-values. Et ce sont uniquement ces gains et ces plus-values qui seront fiscalisés en cas de rachat. Donc le rachat, on peut parler de rachat partiel ou de rachat total. Ça sera la même fiscalité. On sera imposé sur ces plus-values, mais avec des caractéristiques selon la date à laquelle on sort. Si on sort avant 8 ans,
on aura ce qui s'appelle la flat tax, c'est-à-dire une imposition de 30% qui se répartit en 12,8 de taux d'imposition à l'impôt sur le revenu ou de 17,2 à titre des prélèvements sociaux. Pour l'impôt sur le revenu, on peut préférer, si on le désire, à être imposé directement sur son taux d'imposition et donc réintégrer les gains sur les sommes imposables. Donc, on a donc 30% pour la partie avant 8 ans. C'est ce qui est l'équivalent de la plupart des déplacements d'épargne. Et après 8 ans, il y a une fiscalité légèrement plus favorable puisque on a un abattement et cet abattement, il est parfois peu compris, peu utilisé, mais c'est chaque année 4 600 € qui sont totalement défiscalisés au titre de l'impôt sur le revenu, qui ne subiront que les prélèvements sociaux et qui seront doublés donc pour un couple, hein, donc 9 200 €, mais ce sont des abattements sur les gains. Donc ça veut dire que si on fait un rachat de 15 ou 20 000 €, il y aura généralement moins de 4 600 € ou 9 200 € de gains et on ne sera pas fiscalisé. Et au-delà, donc pour des rachats plus importants, au-delà, on a à nouveau la fiscalité soit la fiscalité de la flat tax, soit la fiscalité de 12,8% et soit la flat tax, soit 7,5% et 17,2% de prélèvements sociaux. Et toujours le bénéfice de cet abattement néanmoins. Voilà. Et la différence se situe entre les versements qui sont antérieurs à 2017 ou les versements qui sont postérieurs à 2017. Et dans ce cas, des versements postérieurs à 2017, si les encours sont supérieurs à 150 000 € ou inférieurs à 150 000 €. Mais globalement, on a une fiscalité ce qu'il faut retenir, qui n'est pas pénalisante en cas de rachat et qui bénéficie d'un avantage supplémentaire pour les rachats après 8 ans. D'accord. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie différence entre moins de 8 ans, plus de 8 ans. Et c'est sans doute intéressant ici de tordre le cou à une idée qu'on entend trop souvent chez les épargnants, qui trop souvent croient que l'assurance vie, c'est pour 8 ans. En réalité, l'assurance vie, elle est optimisée à partir de 8 ans de détention. Et on voit encore, malheureusement, trop souvent des épargnants qui se disent, voilà, j'ai investi pendant 8 ans sur un contrat d'assurance vie, je sors de mon contrat. Oui. Non, avoir un contrat d'assurance vie performant, en premier lieu, c'est comprendre que l'assurance vie, ce n'est pas pour 8 ans, mais c'est pour la durée que vous jugez nécessaire à partir de 8 ans. Absolument. Du coup, on vient de voir la fiscalité en cas de vie. Si on aborde maintenant la fiscalité en cas de décès. Alors, la fiscalité en cas de décès est aussi attractive et elle se distingue par les versements avant 70 ans et les versements après 70 ans. Donc, avant 70 ans, on va avoir un important avantage fiscal puisque on va pouvoir désigner qui on veut comme bénéficiaire au travers de l'écriture de la clause bénéficiaire, on pourra y revenir, et le bénéficiaire désigné sera avec un taux d'imposition de 0 donc une exonération totale pour les versements jusqu'à 152 500 €. Donc c'est un élément très favorable qui peut être multiplié par le nombre de bénéficiaires. Donc, si j'ai 3 enfants et deux nièces, je peux donner 152 500 à chacun au moment du décès, si j'ai inscrit ces 5 personnes sur ma clause bénéficiaire. Après 70 ans, le mécanisme est différent. Je vais pouvoir verser jusqu'à 30 500 € sur mon contrat après 70 ans. Et ces sommes et les intérêts, donc tous les intérêts, toutes les plus-values après 70 ans seront sur les 30 500 € seront totalement exonérés. D'accord. Donc on vient de voir la fiscalité et l'importance de la maîtrise de cette fiscalité pour un usage performant de son contrat. On va rentrer progressivement dans le sujet en commençant par aborder le fameux fonds euro et son importance au sein d'un contrat d'assurance vie. Oui. Alors,
Que pouvez-vous nous dire sur le fameux fonds euro? Alors, le fonds en euros, c'est vraiment le socle de stabilité, de sécurité d'un contrat en euros. Il va pouvoir ensuite être plus performant avec des unités de compte. On y reviendra tout à l'heure, mais le fonds en euros, c'est des sommes qui vont bénéficier d'un effet cliquet et bénéficier d'une participation aux bénéfices chaque année qui vient augmenter la valeur de ce fonds, de cette épargne pour le client. Donc, l'assureur a pour objectif d'investir avec efficacité les versements qui sont issus des sociétaires ou des clients et qu'il va investir en obligations de bonne qualité avec des bons rendements sur le long terme et assurer la liquidité de ce placement tout en ayant de l'ordre de 70-80% d'obligations et puis un peu plus pour les 20-30% restants, un peu d'immobilier, d'actions et d'éléments diversifiants. Mais il va permettre de servir un taux de rendement qui va être très attractif par rapport à d'autres placements que le client pourrait avoir en direct. Donc, un placement totalement sûr et un rendement garanti, un rendement qui ne pourra pas être repris dans le temps. Il y a un effet cliquet qui permet d'assurer la croissance de cette épargne. D'accord, donc c'est ce que l'on voit à l'instant, puisque s'affiche la composition du fonds Euromif au 31/12/2024, fonds Euromif qui d'ailleurs a servi une performance de 3,35 net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux au titre de 2024. Donc la composition du fonds en euros s'affiche, on voit bien donc avec une prépondérance de la part obligataire. Ça permet d'assurer sans doute le critère essentiel qui est un critère de disponibilité. Oui. Et puis, on va aussi aller chercher de la performance par ailleurs, notamment avec une par action des fonds diversifiés. Si on revient sur les obligations, il y a une spécificité. Là, on voit que la part obligataire à 70%, elle se divise entre obligations banque assurance, obligations d'entreprise, et puis emprunt d'État et assimilé. On pense trop souvent, parfois à tort, que l'investissement, c'est uniquement de l'emprunt d'État. Non, on va chercher un peu plus de rendement en allant chercher des entreprises de bonne qualité ou des banques qui émettent aussi de la dette à travers des obligations. Et on va ainsi composer un portefeuille à la fois peu risqué et équilibré qui va servir à un taux intéressant. Vous l'avez dit, on a servi 3,35 sur nos contrats multi-supports des contrats à la MIF. Il faut indiquer que pour atteindre ce rendement, on a pu aussi se servir d'une provision pour participation aux excédents que l'on a constituée pendant les années où les taux étaient durablement bas et qui a servi à franchir le mur qui nous séparait de la période où désormais où les taux sont plus élevés par rapport à cette transformation de taux durablement bas à des taux plus élevés qui a affecté le fonds en euros. Nous avons collecté de l'épargne pendant cette période pour réinvestir sur des obligations de plus haut rendement qui nous permet de servir un taux plus élevé. Et la provision pour participation aux excédents a aidé à ce passage à des taux plus élevés. Donc 3,35, c'est vraiment un taux très attractif qui sera maintenant plus élevé que le livret A, puisque on en reparlera, mais le livret A a vu son taux baisser en février 2025. Alors, vous venez de le dire, le fonds en euros, comment juger d'abord la performance d'un contrat d'assurance vie? Premier point, un contrat d'assurance vie performant, c'est un contrat qui repose sur un bon fonds en euros et qui a fait ses preuves dans la durée. Le fonds en euros est donc la colonne vertébrale de votre contrat d'assurance vie. Pour autant, ces dernières années, on a entendu un certain nombre de voix qui annonçaient la mort de ce fonds en euros
Et depuis 2 ans, ces 2 dernières années, les rendements des fonds en euros sont en nette progression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette tendance qui fait que pendant un certain temps, on annonçait la mort et maintenant ça repart Oui, cette période de taux durablement bas a affecté la capacité de certains assureurs à s'engager sur le fonds en euros. Et nous, à la MIF, nous étions conscients que pour l'épargne de nos sociétaires, c'était indispensable de garder un socle de sécurité. Et nous avons continué à investir sur le fonds en euros en nous diversifiant vers des placements un peu moins liquides, mais qui permettaient de s'adapter à la situation de taux bas. Donc, aujourd'hui, les taux ont remonté suite à une poussée d'inflation, suite à la crise en Ukraine, et nous sommes maintenant dans une période de taux plus élevés, et nous allons pouvoir continuer à maintenir des taux de rendement élevés sur nos contrats. Nous avons fait 3,35 de rendement servi sur le fonds en euros pour nos contrats multisupports en 2024, et nous pensons que c'est maintenant, grâce à la provision participation aux excédents, qui peut nous aider à pousser ce rendement. Nous pensons que c'est un objectif que l'on va pouvoir continuer à avoir pour les années suivantes. D'accord. Donc cette période finalement où les taux courts étaient supérieurs aux taux longs, elle est révolue, elle était totalement insolite et anachronique. C'est ce qui explique notamment la forte poussée ces 2 dernières années du taux du livret A. S'affiche d'ailleurs à l'écran un historique finalement sur les 10 dernières années des évolutions des performances moyennes. Vous avez en vert la performance moyenne du livret A. Vous avez en rouge la performance moyenne du marché en matière de fonds en euros assurance vie, et puis en bleu la performance de la MIF. Oui. Donc sans doute 2 commentaires. Le premier, le graphe est, je pense, suffisamment parlant pour comprendre que traditionnellement, on a toujours un taux du livret A qui est en deçà des taux servis par la moyenne du marché de l'assurance vie, et que ces 2 dernières années, la situation était vraiment anachronique, ce qui explique que le taux du livret A soit passé depuis le 1er février, ça a été ramené de 3% à 2,40, avec sans doute une nouvelle baisse d'ores et déjà annoncée au 1er août prochain. Ça, c'est le premier constat. Et puis, le deuxième constat, c'est que vous avez le taux moyen de rendement de l'assurance vie, et en bleu, vous avez le taux servi par la MIF comparativement. Vous pourrez remarquer que systématiquement, le taux rendement servi par la MIF est systématiquement supérieur à la moyenne du marché. Oui, on peut ajouter que la formule du livret A, c'est la moyenne du taux des taux court terme et de l'inflation, que ces 2 éléments sont en train de baisser actuellement en 2025, et donc que la formule du taux du livret A, qui sera revue pour août, va entraîner une baisse certaine de ce taux du livret A, donc et alors que le fonds en euros, c'est un paquebot qui met beaucoup de temps à bouger, parce que c'est un phénomène d'accumulation d'obligations sur une longue durée, et qui va maintenir des taux importants. Donc on va avoir une divergence entre le fonds en euros et le livret A. C'est vraiment le moment d'arbitrer et de vider son livret A pour aller vers le fonds en euros. Très bien. Donc, on comprend que un bon contrat d'assurance vie, un contrat d'assurance vie performant, ça passe par, encore une fois, on le répète, mais le meilleur fonds en euros possible. Pour autant, on va aborder maintenant un sujet qui tique, qui fâche généralement, c'est le fameux sujet des frais, qui est tout aussi essentiel, puisque effectivement, si je peux effectivement servir un rendement de 3,50, mais si je vous prends 4% de frais, le rendement de 3,50, alors c'est pas le cas, mais exactement. Vous l'avez dit, Patrick. Ce qui est important, les frais, c'est une des premières choses à regarder sur un contrat d'assurance vie, en particulier pour la performance du fonds en euros, parce que plus il y aura de frais, moins ce sera performant.
Donc, on va regarder quels sont les frais normaux d'un contrat en euros. Nous avons à la MIF l'expérience de frais très faibles, puisque nous sommes concentrés sur l'épargne. Nous avons un système d'information qui est limité à un certain nombre de produits tournés autour de l'épargne. Nous avons décidé de gérer en interne la gestion financière. Nous avons notre propre salle de marché. Nous gérons sous notre contrôle l'ensemble de nos investissements obligataires. Et enfin, nous avons une démarche vis-à-vis de nos clients qui ne passe pas par des agences et un réseau commercial dans toute la France, mais au contraire, une plateforme téléphonique qui vient aider les clients à souscrire de manière humano-digitale, et ceci est particulièrement économique et va entraîner une baisse des frais de nos contrats qui seront donc très contenus. Ça se voit aussi sur le slide que nous présentons sur les frais de l'assurance vie de la MIF. Et ces frais participent à la qualité, bien sûr, de nos contrats et du rendement des fonds en euros. D'accord. Donc, on est vraiment dans une approche gagnant-gagnant. On considère que notre organisation sans intermédiaire nous permet, en définitive, de faire l'économie de frais qui, traditionnellement, viennent obérer la performance d'autres contrats d'assurance vie. Et en définitive, cela profite aux épargnants. On peut le dire aussi avec les chiffres. Donc, on a vraiment 0,6% de frais sur encours, à la fois sur le fonds en euros ou sur les contrats, la partie multi-support. On a des frais sur versement qui sont très souvent à 0%, ils sont à 0% dès lors qu'on investit une part en unité de compte. Et les frais de gestion sous mandat, on va y revenir, sont contenus à 0,2% sur nos contrats d'assurance vie multi-support. Alors, vous venez d'évoquer les unités de compte, alors que jusqu'à présent, on avait simplement parlé du seul fonds en euros. Donc, j'en déduis naïvement qu'il n'y a pas que le fonds en euros pour juger de la qualité d'un contrat. Alors, le fonds en euros, ça va permettre d'avoir de la performance et de la sécurité. Et pour avoir de la sécurité, forcément, la performance va être contenue. Donc, si on veut prendre un peu plus de risques pour avoir un peu plus de performance, il y a, sans sortir de l'assurance vie, on a une palette de possibilités qui s'offrent à l'épargnant. Alors, cela peut être une gamme d'unités de compte qui sont proposées par l'assureur et que l'épargnant peut choisir en gestion libre. Cela peut être aussi des produits comme des SCPI, on pourra en parler. Ça peut être des ETF, ça peut être des produits structurés. Et on aura à parler aussi de la gestion sous mandat, qui est une forme aussi qui est très attractive pour la plupart des épargnants. D'accord. Mais alors, du coup, il y a donc deux poches. Je comprends qu'il y a deux poches. Il y a, on va dire, la poche fonds en euros et une poche de diversification. Oui. Et la question qui va nécessairement se poser pour un épargnant, c'est de déterminer pour lui, et simplement pour lui, pas pour, parce que ça le concerne, la juste répartition entre la poche euro, sécurisée, et la poche de diversification, avec une espérance de gain supérieure, mais un risque de perte en capital. C'est un choix très important que l'épargnant va faire. Il va le faire librement, sans contrainte, et nous allons lui proposer des outils pour déterminer ce qui est bon pour lui en fonction de son horizon d'investissement et surtout de son appétence au risque. Est-ce qu'il accepte un risque ou au contraire, il cherche un profil plus sécuritaire? Et en fonction de cela, avec les questions qu'on peut lui poser, on va pouvoir établir son profil et lui donner une indication de ce qui est adapté pour lui en matière de profil et donc d'équilibre entre le risque et la performance. D'accord, donc c'est le fameux devoir de conseil. Voilà. C'est une obligation réglementaire.
que nous accomplissons à travers un questionnaire qui est en ligne et qui est simple pour l'épargnant et qui lui donne rapidement une réponse claire à cette question importante. D'accord. Donc, on peut s'attarder quelque peu sur les éléments qui servent à définir le profil d'épargnant. Il va falloir définir à la fois objectif, sensibilité au risque et connaissance, expertise en matière financière. Absolument. Qu'est-ce qu'on met derrière ces trois? Donc, on va poser quelques petites questions pour l'objectif. Donc, est-ce que c'est un horizon? Est-ce que c'est pour un projet déterminé, à une date précise? Et à ce moment-là, on pourra parler de désensibilisation pour accompagner la fin du placement et être sans risque à ce moment-là. On pourra dire si le placement n'a pas de date précise, que s'il est sur du long terme, on pourra envisager quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus ambitieux en matière de performance. En matière de risque, si vous acceptez de ne pas changer d'avis en cas de légère baisse des marchés, en cas de secousse sur les marchés financiers, on va pouvoir considérer avec vous, et c'est rationnel, de dire que vous pouvez prendre un peu plus de risques. Si en revanche vous êtes craintif et que vous, à la moindre secousse, vous souhaitez vous rassurer, à ce moment-là, on va vous mettre sur un profil plus prudent. Et enfin, la connaissance des marchés est importante. On va vous inciter à aller sur les marchés financiers. Si vous ne savez pas ce qu'est une action et comment fonctionnent les grands principes d'un marché financier, il faudra peut-être réduire un petit peu cette exposition au risque. D'accord. Donc, le devoir de conseil, il est essentiel parce qu'il est vraiment lié à votre situation propre, à vos comportements propres en matière d'épargne. Et donc, ce devoir de conseil, encore une fois, obligation réglementaire, va vous amener à définir ce profil d'épargnant. Et donc, ce profil d'épargnant, derrière ce profil d'épargnant, il y a une allocation d'actifs. Et là, s'affiche à l'instant l'allocation d'actifs telle qu'elle est, les profils, les réponses au profil d'épargnant et l'allocation d'actifs telle que nous la pratiquons à la MIF. Voilà. Vous pouvez atterrir sur un conseil que nous vous donnons. Ensuite, vous décidez ce que vous souhaitez. Mais nous, on peut vous dire, vous êtes un profil prudent et donc on vous conseille 70% en fonds euros et puis 30% en unité de compte, donc en placement qui n'a pas de garantie en capital, qui est plus risqué, mais qui va permettre d'avoir un peu plus de performance. Ou alors aller vers un profil plus équilibré, donc avec 50-50, ou un profil encore plus dynamique, avec 70% en investissement risqué, ou même un profil offensif, si vous êtes sur du très long terme, que vous n'avez pas peur de prendre des risques, et à ce moment-là, on pourra aller jusqu'à 90% dans ce profil offensif en unité de compte, donc en parties qui sont à risque, mais qui ont une espérance de rendement plus importante parce qu'ils seront investis dans des actions internationales que nous vous proposons. D'accord. Donc, on vient de voir donc que l'une des conditions d'un contrat performant, c'est aussi, ça peut paraître un peu abstrait, mais finalement c'est vraiment une réalité, c'est d'être en phase avec son profil d'épargnant. Le devoir de conseil, la définition du profil d'épargnant permet d'obtenir cette juste répartition entre, en tous les cas, la répartition qui vous correspond entre la poche euro et la poche de diversification. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu à la poche de diversification, comment va-t-on pouvoir, d'un contrat à l'autre, juger de la qualité de cette poche de diversification et de l'offre financière qui est au sein de cette poche? Alors, un bon contrat, selon moi, c'est un contrat qui propose une offre suffisamment large en termes d'options. Donc, il doit y avoir des OPCVM obligataires, donc c'est des unités de compte en obligations, en actions, d'autres qui sont diversifiées. Il peut y avoir des produits ETF qui sont basés souvent sur des indices et qui sont ETF qui sont donc moins chargés en frais. Il peut y avoir aussi des SCPI qui sont de la pierre papier, c'est-à-dire des investissements sur des immeubles
mais sous forme liquide et que l'on peut avoir dans son contrat d'assurance vie, ou des produits structurés qui offrent des rendements, des rendements en fonction de certains critères de marché. Et tout ça, pour être un bon produit, ça doit être, il doit y avoir l'ensemble de ces éléments avec l'ensemble des zones géographiques, et puis avoir une diversité de sociétés de gestion, que ce soit pas un système propriétaire où la banque, par exemple, ne propose que des unités de compte des produits maison. De sa maison. Donc, avoir un bon produit, c'est avoir ce choix qui permet de choisir l'ensemble de ces éléments, et il faut pouvoir puiser dans ces offres offertes ce qui nous correspond. La SCPI va être, par exemple, quelque chose qui va supporter le risque immobilier. Donc, on a vu que ces dernières années, ça a pu être avoir des moins-values, dans certaines parties de l'immobilier, mais c'est des placements qui offrent un rendement en termes de loyer qui va être réinvesti sur le contrat d'assurance vie, dans la fiscalité de l'assurance vie, donc pas dans la fiscalité des SCPI classiques en direct, fiscalité de l'assurance vie, et qui va être extrêmement attractif pour quelqu'un qui veut diversifier son patrimoine en immobilier sans avoir à gérer les problèmes de locataires, que s'il avait de l'immobilier en direct, ou des problèmes d'achat-vente d'immobilier, puisque c'est traité par la société de gestion immobilière. Donc c'est un placement particulièrement attractif en termes de rendement que nous proposons. D'accord. Donc, alors, on a un slide qui ne s'affiche pas encore, mais qui reprend, je crois, les 3 SCPI, puisqu'on a abordé le sujet des SCPI, les 3 SCPI commercialisés au sein des contrats de la MIF, avec chacun sa spécificité d'investissement immobilier. On commercialise donc une SCPI, la SCPI Morante, qui a connu une performance de 5,04 en 2024, SCPI Cristal Rente, qui a servi du 5,06, et la SCPI Épargne Pierre, qui a servi du 5,28 au titre de 2024. Donc, on comprend bien, au sein de la contrat d'assurance vie, il y a le fonds en euros, c'est l'assureur qui s'en occupe, c'est son cœur de métier. Il s'occupe donc de la bonne gestion, l'objectif étant, encore une fois, d'avoir le fonds euro le plus performant. Et puis une poche de diversification constituée d'OPCVM, de TF, on y reviendra, de pierre papier, il y a les CPI, de produits structurés. Et derrière ça, ce sont, non pas l'assureur, mais ce sont des sociétés de gestion. Donc tout le savoir-faire de l'assureur est d'aller sélectionner les bons supports et les bonnes sociétés de gestion arrangées au sein de son contrat et à proposer aux épargnants dans le cadre de la souscription des contrats d'assurance vie. Oui. Alors, au sein de ces supports, il y a aussi, donc on l'a dit, les ETF qui sont qui répliquent des indices de marché et qui sont appréciés pour leur faible taux de frais. Donc c'est un placement intéressant. Et puis nous avons les produits structurés qui sont donc le dernier que nous proposons comme produit structuré, c'est un produit qui va avoir un coupon conditionnel de 6,25% et une garantie de capital à l'échéance. Donc vous placez une certaine somme, et si les marchés produisent un certain résultat, vous avez chaque année 6,25 qui est versé sur votre contrat d'assurance vie. Et dans tous les cas, même si les marchés ne font rien dans le sens que vous prévoyez, vous avez au terme la garantie du capital. Contrairement à la MIF, vous déléguez à la MIF, qui est conseillée par OFI, à qui nous avons confié le conseil sur cette gestion sous mandat. Vous confiez le soin d'effectuer tous les arbitrages nécessaires par rapport à votre objectif et votre profil de risque. Donc, vous allez avoir une gestion sous mandat prudent, équilibre, dynamique ou offensif.
et vous allez ne payer 0,20% de frais seulement, de plus. Donc vos frais vont passer de 0,6 à 0,8, mais vous aurez une gestion qui sera cohérente et faite avec les visions, les vues que peuvent avoir les professionnels sur les marchés, ce qui est souvent extrêmement intéressant compte tenu des mouvements de marché qu'il peut y avoir et des difficultés à prévoir ce qui se passe sur les marchés. Donc, Alamif, c'est donc Ophi Invest Asset Management, qui est un acteur de référence de la gestion d'actifs. C'est par ailleurs l'un des leaders français de l'investissement socialement responsable. On voit là les performances de la gestion sous mandat qui s'affichent. Peut-être deux remarques. Alors déjà, la qualité des performances en fonction des différents profils, de prudent équilibré. On va de 4+51 en 2024. Et là, c'est la performance combinée du fonds en euros et de la poche en unité de compte. Donc, on voit bien le rôle joué par la poche de diversification qui tire vers le haut les 3,35 servis au titre du fonds en euros. Et bien évidemment, plus la poche de diversification est importante, plus elle produit son effet dans le bon sens en 2024 sur la performance du contrat. Donc, le premier point, c'est une performance MIF Ophi qui va de 4,51 jusqu'à plus 10,05 pour le profil le plus offensif. Le deuxième point, sans doute, pour juger de la bonne qualité d'un contrat d'assurance vie au sein d'une gestion sous mandat, c'est le respect de la hiérarchie des performances. On est très attaché aussi que, bien évidemment, plus il y a une logique, plus, on va dire, la prise de risque est importante, plus l'espérance de gain doit être élevée. Voilà, on arrive à la fin de cet entretien. Comme prévu et comme nous l'avions annoncé, on va consacrer un peu de temps à répondre à une sélection de questions. Oui. Je sais pas si alors, je vois qu'il y a une première question. Quelle est la différence entre assurance vie et contrat de capitalisation? Donc, on a peu parlé de contrat de capitalisation, qui est une forme un petit peu similaire de contrat, mais qui a des caractéristiques différentes. La principale, c'est que dans le contrat d'assurance vie, vous allez pouvoir écrire une clause bénéficiaire, désigner des bénéficiaires en cas de décès qui vont avoir une fiscalité plus attractive sur les droits de succession, puisqu'ils bénéficieront des abattements, des exonérations dont on a parlé. Donc l'assurance vie et le contrat de capitalisation sont des produits quasi similaires, mais de par l'avantage présenté par le contrat de par la clause bénéficiaire dans le contrat d'assurance vie, la plupart des personnes physiques choisissent le contrat d'assurance vie. Il peut y avoir des sociétés qui investissent dans des contrats de capitalisation, et ceci est pour des cas très particuliers. Alors, une autre question de Fabienne V qui nous dit qu'elle compte vendre son domicile et qu'elle a 60 ans suite à une perte d'emploi récent. Est-il préférable pour elle d'opter pour une assurance vie ou pour un PER? Alors, moi, je dirais qu'il faut qu'il faut sans doute évoquer les deux possibilités et peut-être conclure qu'il faut souscrire les deux, assurance vie et PER, sachant qu'on ne connaît pas assez bien la situation de Fabienne V, son taux d'imposition. Donc, pour le PER, il est important de voir son taux d'imposition actuel, la perte de revenus au moment où elle passera à la retraite, puisqu'on peut penser qu'elle n'est pas encore à la retraite. Et en fonction de cela, on orientera sur une partie en épargne retraite. Mais sachant que l'épargne retraite est souvent plafonné, donc c'est des montants qui ne correspondent pas à la cession d'un bien immobilier où là il n'y a pas de plafond annuel sur l'assurance vie et donc on peut placer des sommes importantes en assurance vie. Donc je dirais forcément une assurance vie et peut-être ouvrir ou compléter son PER
pour Fabienne V. Alors, nous avons aussi une question. Est-ce que nous comptons rajouter des ETF aux titres accessibles actuellement? Donc, notre choix à la MIF, c'est d'offrir les meilleurs produits qui conviennent à nos sociétaires. Donc là, actuellement, nous savons que nos sociétaires sont attentifs à avoir des bonnes SCPI, à avoir des ETF, à avoir des produits structurés. Nous avons donc 2 ETF dans notre gamme qui trouvent leur public. Et si bien sûr il y a besoin de mettre plus d'ETF, nous le ferons dans notre contrat d'assurance vie. Alors on revient sur les SCPI, puisque l'immobilier est quelque chose qui est très en odeur de sainteté au niveau des épargnants français. Pourquoi mettre un minimum de 1 000 € pour verser une SCPI sur son contrat? Alors, la SCPI, quand on l'achète en direct, il y a toujours des minimums. Donc, c'est pour ça qu'on a répliqué un minimum, même s'il est moindre, dans un contrat d'assurance vie. Il faut savoir que l'assurance vie n'est pas non plus un produit que l'on achète et on vend facilement. Il y a un marché d'achat-vente, et ce qui fait qu'il est préférable de mettre des minimums pour ne pas avoir des montants trop faibles sur son contrat. Donc c'est un point important. La SCPI, c'est une part d'immeuble, donc on peut pas avoir des montants trop faibles, on peut pas acheter des trop petites parts d'SCPI. Et puis je vois qu'il y a une question, alors, qui est peut-être pour vous, Patrick. Y a-t-il une application mobile pour la MIF? Certains ne la trouvent pas sur la Play. Alors, soyez rassurés, effectivement, elle n'est pas disponible sur les Play Store, mais il y a mieux qu'une application mobile. Il y a l'espace sociétaire qui a été développé en responsive web design, qui fait exactement et même plus qu'une application mobile en termes de fonctionnalité. Pour y accéder, puisque vraisemblablement la question est posée par un sociétaire MIF, je l'invite sans plus attendre à contacter nos conseillers des plateformes MIF qui se feront un plaisir de le guider pour activer et en tous les cas accéder à cette application mobile. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions de la part de nos adhérents ou de ceux qui nous regardent? Vous êtes très nombreux ce midi à nous contacter. Donc nous avons une des personnes qui nous demande est-ce qu'on peut avoir un réseau pour discuter et échanger entre adhérents, c'est-à-dire effectivement entre sociétaires. Mais ça tombe bien, ce réseau existe déjà. Ce réseau existe déjà puisque la MIF est une mutuelle. La MIF est en tant que mutuelle. Vous n'êtes pas simplement client MIF, vous êtes sociétaire. Hein, vous êtes sociétaire de la MIF, vous appartenez à une section d'appartenance dirigée par un président de section que vous élisez, et vous avez donc la possibilité d'échanger avec lui et d'échanger avec les autres sociétaires, notamment dans le cadre des assemblées de section qui vont démarrer incessamment sous peu. La date vous sera communiquée dans dans le prochain MIF Info, qui est notre magazine d'information, et donc je ne saurais trop vous inviter à y participer. Mais Patrick, si je veux un conseil en matière d'assurance vie, il vaut mieux que j'appelle la plateforme qui va me répondre avec des professionnels. Bien sûr. Il faut faire attention à la qualité du conseil que l'on reçoit en matière d'assurance vie, s'adresser à des professionnels. Mais là, la question portait sur la discussion et l'échange. Et c'est aussi une spécificité de notre ADN mutualiste. Et c'est notre ADN mutualiste, c'est aussi des élections démocratiques qui font que les représentants au conseil d'administration, ce sont des sociétaires qui représentent des sociétaires. Et c'est ainsi que les décisions sont prises en faveur des sociétaires dans ce système démocratique. Alors, le temps passe, on va finir avec 2 dernières questions qui sont finalement assez semblables, puisqu'il est question d'âge plafond, d'âge limite de souscription
que ce soit pour une assurance vie ou que ce soit pour un PER? Alors, pour un PER, il faut avoir des revenus d'activité, puisque le but du PER, c'est de défiscaliser des revenus d'activité. Et donc, nous avons décidé d'un âge limite de 67 ans pour notre PER. Et pour l'assurance vie, en revanche, il n'y a pas de limite d'âge, mais le plus tôt est le mieux, puisque avant 70 ans, on va avoir une fiscalité plus attractive en cas de décès. Mais même à 95 ans, on peut encore souscrire un contrat d'assurance vie. Il n'y a pas de limite pour cela. Voilà, il est temps pour nous de clôturer cette webconférence et nous tenons à vous remercier pour votre participation. Merci également à vous, Olivier, pour nous avoir accompagnés et éclairés. Peut-être en conclusion, se rappeler que les conditions d'un contrat d'assurance vie performant, ça repose tout à la fois d'abord sur la bonne compréhension de l'enveloppe fiscale assurance vie, sur un fonds euro performant qui va être associé à des frais maîtrisés, une offre financière suffisamment diversifiée, que ce soit en matière de thématiques, de zones géographiques, de sociétés de gestion, et le tout permettant d'être en phase avec votre profil d'épargnant et dans le mode de gestion qui vous convient. Un autre moyen aussi, c'est de se fier à la presse spécialisée qui labellise régulièrement les meilleurs contrats. Et en la matière, la MIF bénéficie, on en est effectivement légitimement fiers, fréquemment, des récompenses de la presse patrimoniale spécialisée sur nos 2 principaux contrats d'assurance vie, qu'il s'agisse du compte épargne libre avenir multisupport ou du MIF épargne enfant, s'affiche actuellement à l'écran les récompenses que nous avons obtenues au titre de 2024. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet afin de juger de l'historique de ces performances. Vous constaterez que ce sont des récompenses et une reconnaissance qui a commencé il y a bien longtemps. Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à l'ensemble, sans doute, des questions que vous nous avez posées, mais nous vous apporterons dans un second temps des réponses à ces questions. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos contrats, nos conseillers sont à votre disposition. Vous pouvez les joindre au numéro sur nos plateformes et au numéro qui s'affiche actuellement. Juste une information, je vous précise que cette conférence va également être disponible en replay. Et pour finir, petit clin d'œil commercial en attirant votre attention sur notre offre de bienvenue actuelle pour la souscription d'un contrat d'assurance vie à la MIF et qui s'affiche également à l'instant à l'écran. Voilà, c'est ainsi que se termine ce webinaire. Merci de votre participation. Excellente journée à vous. Au revoir, Olivier. Au revoir, Patrick. Au revoir à tous.